Et je te laisserai cette page juste après. Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez Dailyfix.fr pour cette conférence online. Nous sommes le vendredi 24 juin 2016. Sylvain Le Canadien avec vous-même comme tous les jours pour cette nouvelle édition. Je suis accompagné de Raphaël Gallardo de chez Natixis. Bonjour Raphaël. Bonjour à tous. Voilà, donc Raphaël qui va nous faire une présentation justement sur les perspectives pour le marché action américain. Je vous invite à poursuivre et à suivre cette présentation qui durera 2 heures. D'accord, donc c'est parti pour cette nouvelle présentation. Raphaël, je te laisse la parole. L'écran est ici, voilà, donc tu as juste à présenter, je te laisse le micro libre et voilà, je te laisse. Bonjour à tous, merci Sylvain de cette invitation. Donc effectivement, je vous propose de passer en revue en fait les aspects plutôt macro et pas forcément du stock picking sur les marchés actions américains. Je vous propose de commencer par une petite revue macroéconomique de la situation du pays. On a beaucoup de choses qui bougent, notamment du côté de l'analyse macroéconomique que fait la Réserve fédérale américaine du marché américain. Et notamment donc la politique monétaire américaine, on sait, elle a une influence majeure sur le niveau de valorisation du marché. Alors, euh, déjà pour commencer, je pense qu'en introduction, ce qu'il faut signaler quand même, c'est quand on regarde, quand on fait un panorama de la croissance mondiale, on est, à mon avis, dans une situation de fin de cycle de croissance. Donc en fait, sur la page 2 de cette présentation, comme vous pouvez le voir, en fait, vous avez une estimation de la croissance mondiale à partir des indices qu'on appelle PMI, donc ce sont les fameux indices PMI calculés par Markit, qui sont grosso modo une enquête auprès des directeurs d'achat des entreprises. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on agrège ces enquêtes au niveau national, on les agrège en pondérant par le poids de chaque pays, et on arrive à en extraire un signal sur la croissance mondiale qu'on régresse ensuite par rapport à la croissance mondiale telle que calculée par le FMI. C'est une bonne question. Pourquoi justement vous utilisez les indicateurs, donc les indices PMI, pour juger justement, enfin, de la croissance globale justement d'un État, d'un pays? Alors, pourquoi cet indicateur et pas un autre? Alors, on aime bien les indicateurs PMI parce que déjà ils sont ils sortent le premier du mois suivant. Donc dès le 1er juillet, on a un indicateur au niveau mondial sur la production au mois de juin. Et deuxièmement, en fait, c'est des indicateurs qui, comme on peut le voir, sont beaucoup moins volatiles que les indicateurs, par exemple, de la croissance telle qu'elle est calculée par les comptables nationaux, parce que notamment les comptables nationaux intègrent des choses qui sont très difficiles à mesurer, comme par exemple le niveau des stocks. Aux États-Unis, par exemple, on a beaucoup de volatilité dans le cycle qui est liée à l'estimation des stocks par les comptables nationaux, mais grosso modo, personne ne sait vraiment évaluer les stocks. Alors que ces indicateurs PMI, c'est une mesure assez simple puisqu'on demande au directeur d'achat est-ce que la production de votre entreprise a augmenté ou a diminué le mois écoulé. Donc c'est une mesure qui est qualitative au niveau de chaque entreprise, mais quand on agrège tout ça au niveau de toutes les entreprises et de tous les pays, finalement on s'aperçoit qu'on a une très bonne approximation de la croissance mondiale en lissant justement ces effets de volatilité qui peuvent être liés à des cycles de stock, à des effets de catastrophes naturelles, etc. Donc c'est vraiment un très bon indicateur. Donc comme par exemple ce qu'on avait eu avec le pétrole notamment, c'était fin 2015. Exactement. On peut avoir du déstockage ou du restockage qui va avoir un impact gigantesque. Mais en fait, tout ça va être lissé dans ces indicateurs. On le voit notamment quand on regarde donc la croissance récente. Effectivement, il y a très très peu de volatilité. On voit quand même une très belle, pas très belle, mais donc là on est vraiment sur la période 2014-2016. Voilà, très nette tendance à la baisse. D'accord. Au ralentissement. Donc, du coup, pour toi, en fait, Raphaël, donc on va montrer ça avec la souris justement. Le fait que justement le ralentissement des indicateurs PMI, pour toi, commencerait un petit peu à inquiéter sur la croissance justement américaine, le rythme de la croissance américaine depuis à peu près donc 2014. Oui, pour nous en fait, 2014 c'est vraiment l'année du pic de cycle aux États-Unis. Donc là, on parle au niveau mondial, mais c'est vrai que je pense que les États-Unis ont un poids quand même déterminant dans cette évolution cyclique, et donc ça risque de continuer. Ce qui est intéressant, c'est aussi de noter que le potentiel de la croissance mondiale, il se situe à peu près à 3,5%. Mais là, on est clairement passé sous 3%, donc l'écart entre la croissance qu'on a ici et le potentiel qui est ici, ça veut dire que l'économie mondiale croît en dessous de son potentiel, donc ça veut dire que des pressions déflationnistes sont encore présentes dans l'économie mondiale. Donc ça, il faut pas l'oublier. Donc en dessous de 3,5%, pression déflationniste. Exactement. Au-dessus de 3,5% croissance.
pression Et inflationniste. pression Voilà. inflationniste. D'accord. Alors, ça veut pas dire qu'il y a de la déflation partout, mais ça veut dire qu'en agrégé au niveau mondial, on est plutôt dans une époque Là, c'est déflationniste. intéressant de noter, on n'est pas vraiment sur la zone, enfin, uniquement la zone nord-américaine, on est vraiment sur la croissance mondiale. Hein. Ça, Absolument, ouais. faut bien le Absolument. rappeler. Voilà. Alors, hop. Donc là, vous avez un résumé de nos vieux sur la croissance mondiale, mais bon, c'est illisible, hein, donc on va pas, c'est juste pour référence. Mais par contre, si on s'intéresse maintenant plus aux États-Unis, je pense que ce qui est vraiment fondamental, c'est de voir la dichotomie qui existe aujourd'hui dans l'économie américaine, puisque vous voyez sur le premier graphique, vous voyez la consommation des ménages américains qui se porte plutôt très bien. Pourquoi? Parce que on a à la fois des créations d'emplois qui ont été très fortes, des salaires qui commencent à accélérer, et puis également un accès au crédit qui est en train de se desserrer, notamment dans certains segments comme le crédit automobile, les cartes de crédit. Donc du côté des ménages américains, on n'est pas encore dans les excès du dernier cycle, mais on voit qu'il y a du revenu qui est distribué et du crédit qui est distribué, donc la consommation se porte plutôt bien. Ce qui est en fait totalement à l'opposé de ce qui se passe en Europe, Alors, où l'accès au crédit est beaucoup plus restreint. Alors l'accès au crédit est beaucoup plus restreint en Europe, hein, mais aux États-Unis, tout n'est pas rose non plus pour l'accès au crédit, notamment pour ce qui est accès au crédit immobilier. Alors, j'ai pas le graphique là dans la présentation, mais il y a un indicateur qui est calculé par l'association des promoteurs immobiliers, qui est un indice de conditions d'accès au crédit immobilier aux États-Unis, et on reste à des niveaux qui sont à des années-lumière de ce qu'on avait en 2006. Alors c'est vrai qu'en 2006, c'était n'importe quoi puisque il suffisait d'avoir 2 bras et 2 jambes pour obtenir un crédit immobilier et s'acheter 3 maisons en Floride. Là, on en est très très loin, mais donc il y a une problématique quand même pour l'accès à la propriété aux États-Unis, et notamment, j'en reparlerai quand on parlera de la Fed, mais c'est Janet Yellen vient de commencer à parler de ça, notamment aux États-Unis, la formation de nouveaux ménages est trop faible. Et alors, par contre, là où vous avez une dichotomie très forte, c'est avec l'immobilier. Donc, vous voyez sur le graphique en dessous, en violet, vous avez l'investissement américain, donc ce qu'on appelle les capex, hein, et en vert, vous avez les enquêtes manufacturières en termes d'investissement. Donc, en fait, la courbe verte, c'est on demande aux entreprises manufacturières de se projeter. Projetez-vous à 6 mois et quelles sont vos dépenses d'investissement. Vous voyez qu'il y a une très forte corrélation et en fait elle est en avance de l'investissement de à peu près 4-6 mois. Et vous voyez quand même que la tendance à la décélération s'est un petit peu retournée. Donc là je pense que c'est lié à la remontée du prix du pétrole, mais ça reste quand même à des niveaux qui sont inquiétants pour l'investissement. Donc cette dichotomie elle traduit bien le fait que d'un côté on a des entreprises américaines qui avaient beaucoup réinvesti dans ce cycle, mais qui sont en train de ralentir tout ça parce que leurs profits diminuent. Et le revers de la médaille, c'est que les profits diminuent parce que les salaires augmentent et donc les ménages consomment plus. Donc je pense que la lecture qui est faite par le consensus, c'est de dire, tant que le consommateur américain va bien, tout va bien parce que c'est vraiment le socle de la croissance américaine, c'est la consommation. Alors c'est vrai que la consommation, ça fait 70% du PIB aux États-Unis. Mais ce qui fait la masse du PIB ne veut pas dire que ça fait les variations du PIB. Et au contraire, en fait, alors justement, qu'est-ce que tu entends par là? Ça, c'est intéressant. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, si vous voulez, la consommation, c'est un peu le socle de la croissance qui ne va pas bouger. Mais par contre, ce qui fait les variations de la croissance, c'est la couche du dessus, donc, qui est au contraire l'investissement. C'est les 30% restants. Exactement. Et dans ces 30%, vous avez surtout l'investissement. La composante la plus cyclique aux États-Unis, c'est l'investissement. On le voit très bien ici. Vous voyez que quand l'investissement se contracte dans une récession comme en 2008, on fait du moins 18% annualisé, alors que quand la consommation se contracte comme en 2008 aux États-Unis, la consommation fait du moins 2. Donc il y a vraiment un facteur d'échelle gigantesque. Donc si vous voulez, ce qui fait les dents de scie de la croissance américaine, c'est ce qui se passe du côté de l'investissement. Et la consommation, si vous voulez, est une résultante de ce qui va se passer sur l'investissement. Donc c'est vraiment du côté de l'investissement qu'il faut regarder ça. Ça pourrait venir d'autres composantes comme l'exportation, évidemment, mais les États-Unis sont une grande économie qui est plutôt fermée. C'est-à-dire que le taux d'ouverture de l'économie américaine, c'est à peu près 12%. C'est-à-dire la part des exportations dans le PIB américain, ça va pas vraiment. C'est aux alentours de 10% du PIB, donc c'est très faible et c'est pas ça qui peut faire vraiment de très grosses variations. Quand on entend justement dans les médias que le dollar US qui trop fort qui pénaliserait justement les exportations pèserait sur l'économie américaine, selon toi, c'est pas forcément pertinent d'en parler parce que ça représente justement que 10% du PIB.
ça représente que 10% du PIB, mais par contre, c'est pertinent d'en parler pour du côté de la profitabilité des entreprises. Ouais. Voilà. Et comme la profitabilité, c'est quelque chose de petit, mais qui fait tout le cycle, hein, c'est ça qui est très important. En fait, les profits des entreprises américaines, comme l'investissement, c'est à peu près 12%, mais tout se passe là. D'accord. Donc c'est vraiment ça qui est vraiment là qu'il faut exactement. regarder. Alors maintenant, je pense que c'est un petit peu technique ce que je vais raconter, mais en fait, c'est très important de comprendre ce qui se passe sur le marché du travail aujourd'hui. C'est parfait. En fait, on a eu très très peur avec quand il y a eu la publication des minutes de la Fed au mois d'avril. Parce que donc les minutes, c'est le compte rendu de la réunion de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, donc la banque centrale. Et dans ces minutes, grosso modo, ce qui était dit, c'est la plupart des participants au comité jugent qu'il serait approprié de monter les taux en juin ou en juillet. Donc là, ça a été la panique parce que on s'y attendait pas du tout. Et nous, grosso modo, ce qu'on dit depuis le début de l'année, c'est que toute hausse de taux de la Fed en 2016 serait une erreur de politique monétaire. Pourquoi? Parce que pour nous, on a déjà les germes d'un ralentissement endogène de l'économie américaine qui est dans les chiffres depuis fin 2015. Pour nous, c'est très très clair. Donc on a eu très peur à ce moment-là. Et puis, on a été sauvé par un chiffre de création d'emplois qui a été catastrophique sur le mois de mai. Voilà. 38 000 créations d'emplois. Ouais, voilà. Donc, comme dit Sylvain, 38 000 créations d'emplois, alors que les estimations étaient aux alentours de je pense que c'était 170, quelque chose comme ça. Dans l'ADP était à 170. 150. Voilà. Alors, on le corrige parce que effectivement, il y avait une partie des salariés de Verizon qui étaient en grève, donc, mais ça nous mettait à des créations d'emplois plutôt aux alentours de 80 000. Donc c'était pas brillant. Toutefois faible, hein, 2 points voilà. inférieurs aux attentes. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est que on essaye de filtrer parce que c'est vrai que ces chiffres de création d'emplois, ils sont quand même tristement célèbres pour être révisés à plus ou moins 60 000. C'est pas impossible. Donc c'est vrai que le premier chiffre, en général, c'est un peu la loterie. Donc, et ça, c'est d'ailleurs un paradoxe sur les marchés parce que aucun chiffre macro ne fait plus bouger les marchés que le chiffre de l'emploi qui sort le premier vendredi de chaque mois. Et alors que paradoxalement c'est le chiffre le plus catastrophique qu'on puisse imaginer comme estimateur de la croissance américaine parce que le niveau des révisions est juste gigantesque. Mais donc ce qu'on regarde, c'est qu'on essaie de s'intéresser à des indicateurs avancés pour essayer de comprendre mieux ce qui se passe au-delà de la volatilité. Alors c'est ce qu'on fait par exemple avec le graphique en haut à gauche. Vous voyez en violet les créations d'emplois en pourcentage. Donc grosso modo, quand tout va bien, on a 200 000 créations d'emplois, ce qui correspond à peu près 0,2% création d'emplois tous les mois. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, comme partout, hein, l'emploi temporaire, les agences d'intérim, etc., c'est un indicateur avancé. Parce qu'effectivement, quand les entreprises voient leur carnet de commandes repartir, mais que c'est vraiment les balbutiements, elles n'osent pas embaucher directement, elles vont se tourner vers des agences d'intérim. Et là, c'est ce qu'on voit ici, puisqu'on voit l'emploi temporaire. Cyclique, en fait. Voilà. Et donc l'emploi temporaire, vous voyez qu'il est quand même un très bon indicateur avancé. Et là, cet emploi temporaire, il est carrément passé en négatif, parce qu'il se lit sur l'échelle de gauche. Donc on a une contraction de l'emploi temporaire, et ça, en général, c'est très mauvais signe. Donc pour nous, en fait, le chiffre de l'emploi du mois de mai, c'est pas un rogue, c'est-à-dire c'est pas une erreur statistique. Voilà. Alors, on essaye de voir aussi ce qui se passe du côté des salaires, parce que justement, la problématique, c'est l'emploi a été très fort et c'est vrai que le chômage est tombé à 4,7%. À ce niveau de chômage, on peut craindre d'avoir une très forte accélération des salaires. Et là, le grand dilemme de la politique monétaire, c'est cette hausse des salaires, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on considère que c'est le prémisse d'une accélération de l'inflation et à ce moment-là, il faut remonter les taux très vite, très fort? Ou alors on se dit cette hausse des salaires, de toute façon, elle est déjà en train de manger les marges des entreprises. Si les marges des entreprises se font bouffer par les hausses de salaire, à ce moment-là, l'investissement va s'effondrer. Et donc ça nous ramène à la discussion qu'on avait sur la slide précédente, c'est-à-dire si l'investissement s'effondre, de toute façon le cycle est terminé, il faut plutôt se poser la question de à quelle vitesse il faut baisser les taux d'intérêt. Donc c'est très important de comprendre ce qui se passe à la fois sur les salaires et sur l'emploi. Alors nous ce qu'on voit c'est que pour nous le marché de l'emploi il s'est déjà retourné. Et ce qu'on voit sur les salaires, c'est qu'effectivement, si vous regardez le graphique en bas à droite, sur la courbe violette, vous avez en fait le tracker des salaires calculé par la Fed d'Atlanta. Alors pourquoi on utilise cette mesure qui est un peu ésotérique? Parce qu'en fait, quand on regarde les salaires tels qu'ils sont calculés dans le rapport emploi qui sort le vendredi à 14h30, le premier vendredi du mois,
En fait, c'est les salaires horaires qui, eux, ont plutôt tendance à décélérer. Ils sont tombés à 2,4% de croissance. Alors que là, vous voyez qu'on est pratiquement à 3,5% de croissance. Alors pourquoi ce différentiel? C'est parce qu'en fait, la mesure qui sort le vendredi et qui est simplement à 2,4% de croissance, sa problématique, elle ne tient pas compte du changement de la nature des emplois. Donc notamment, en fait, la reprise qu'on a aux États-Unis, on appelle, en caricaturant, on appelle ça la reprise des barman et des stripteaseuses. Hein. C'est-à-dire que quand on regarde la création d'emplois, on s'aperçoit qu'on a créé vraiment des petits boulots dans des services à très faible valeur ajoutée et très mal payés. Donc ça se retrouve quand on regarde la masse salariale agrégée, c'est-à-dire même si les entreprises augmentent les salaires des employés qui sont déjà là, mais que dans la masse des nouveaux employés, au lieu de recruter des ingénieurs automobiles, on recrute des emplois très peu qualifiés à très bas salaire, et quand vous calculez ce salaire moyen, vous voyez que le salaire moyen ne bouge pas. Alors ce qui compte pour les entreprises, c'est effectivement le salaire des employés qui sont déjà là, et donc c'est ça qu'on regarde avec ce tracker de la fête d'Atlanta. Donc effectivement, il y a une très belle accélération des salaires, hein, puisqu'on était tombé à 1,5% de croissance des salaires en 2010, et que là on est remonté pratiquement à 3,5. Mais par contre, qu'est-ce qui va se passer dans les 6 mois qui viennent? Parce que notamment, beaucoup de gens nous disent, regardez, le marché de l'emploi en fait est vraiment au taquet en ce moment. Et puis, regardez par exemple le taux d'ouverture de nouveaux emplois, donc le job opening rate, hein, c'est-à-dire quel est en fait pour 100 employés dans une entreprise, aujourd'hui il y a 4 postes vacants, c'est-à-dire les entreprises qui recherchent à embaucher. Donc ça nous dit on est au plein emploi, on a du mal à recruter. Mais le problème, c'est quand vous regardez par contre la courbe violette, qui est le hiring rate, c'est-à-dire c'est le nombre d'emplois effectifs qui sont réalisés. Et vous voyez qu'il y a un gap entre les deux. Et c'est la première fois depuis que cette série existe, hein, depuis 16 ans, qu'on voit qu'il y a plus de création d'emplois, de taux de création de vacances d'emplois que de taux d'embauche. Et en fait, ça, c'est vraiment l'illustration qu'il y a un problème en fait d'adéquation entre l'offre et la demande. C'est-à-dire les entreprises américaines, elles ont besoin de recruter certaines compétences techniques, par exemple des ingénieurs métallurgistes ou des ingénieurs géologues. Elles ne trouvent pas en fait de profil qualifié, Exactement. Elles n'arrivent pas à embaucher. Donc c'est pas parce que les offres d'emploi sont élevées que les salaires vont augmenter, parce que tout simplement ces offres d'emploi ne vont pas être validées par des embauches. Donc ça veut dire qu'il faut pas craindre une accélération des salaires liée à ces pénuries d'emploi, parce que tout simplement il y a un problème de ce qu'on appelle du mismatch, c'est-à-dire d'inadéquation d'offre et de la demande. Et après, ce qu'on est allé regarder en plus de ça, on s'est dit, le taux de chômage en fait est plutôt douteux en ce moment. Alors vous avez en fait sur le graphique en haut à droite, alors je suis désolé, c'est un petit peu technique, hein, mais en fait dans les années 50, il y a un économiste qui s'appelle Phillips qui avait mis une relation assez intuitive. Hein. Il avait montré qu'il y avait une corrélation très forte en Angleterre entre le taux de chômage et les salaires. C'est-à-dire si vous mettez ici le taux de chômage, plus le taux de chômage est élevé, plus en fait sur l'axe vertical, hein, plus les salaires vont être faibles. C'est-à-dire si vous avez 5% de chômage par exemple, vous allez avoir des salaires qui croissent très faiblement. Si au contraire le chômage diminue, vous voyez que les salaires vont accélérer. Donc c'est ça le principe de la courbe de Phillips. Aujourd'hui, le problème de la courbe de Phillips aux États-Unis, c'est qu'elle marche pas. Mais beaucoup d'économistes se lamentent en disant on comprend pas. Le chômage a beaucoup baissé, mais les salaires ont pas tant augmenté que ça, et ils disent on comprend pas pourquoi la courbe de Phillips elle est devenue plate. C'est parce que justement ils embauchent des emplois très peu qualifiés qui n'ont pas forcément besoin d'être hyper bien rémunérés en fait. Exactement. Et alors il y a en plus autre chose, hein, c'est que vous voyez que en fait là on a un petit peu trafiqué la courbe de Phillips en disant qu'aux États-Unis aujourd'hui vous avez du chômage déguisé. Parce qu'en fait, le taux de participation à la population active a baissé de 4%. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le taux de chômage, hein, il faut savoir qu'il n'est pas calculé par rapport à la totalité de la population en âge de travailler. Donc, aux États-Unis, la population en âge de travailler, c'est toutes les personnes qui ont plus de 16 ans. Mais par contre, quelqu'un qui est en âge de travailler et qui ne travaille pas ne va pas être considéré comme un chômeur s'il ne déclare pas qu'il recherche un emploi. Et donc aux États-Unis, étant donné que de toute façon, au bout au maximum 24 mois de chômage, vous n'avez plus droit à aucune aide. Normalement c'est 6 mois. Hein.
mais dans certains États c'est 24, mais en général ça va entre 6 mois et 24 mois. Une fois que vous avez passé votre durée d'indemnisation du chômage, vous n'avez plus aucune incitation à vous inscrire au chômage, parce que de toute façon vous n'avez plus droit à rien. Et donc aux États-Unis aujourd'hui il y a une masse de gens qui sont simplement découragés de trouver du travail sur le marché de l'emploi, et donc qui déclarent qu'ils ne recherchent plus un emploi. Et à partir du moment où ils ne recherchent plus un emploi, ils ne sont pas chômeurs. Mais ça veut pas dire... Ils sortent des statistiques qui donnent un taux de chômage un peu plus faible à chaque fois. Exactement. Donc voilà, donc ce taux de chômage, en fait, si vous voulez, à 4,7%, il n'est pas vraiment en train d'indiquer qu'on est au plein emploi. Donc ça, c'est la première chose. Et donc du coup, à combien vous l'estimez du coup chez Natixis En fait, ce taux de chômage, la Fed, les statisticiens américains le calculent parce qu'ils rajoutent certaines couches de la population à ce moment-là, et en fait, on a un taux de chômage déguisé qui, grosso modo, si on retraite d'un vrai taux de participation à la population active, qui serait aux alentours de 10%. À 10%. Ouais, donc c'est très élevé. Comme ce qu'on a un peu en France. Voilà, alors c'est du 10% en mettant tout dedans, c'est-à-dire en mettant les gens qui sont découragés, les gens qui travaillent, et les gens qui justement travaillent à temps partiel, mais qui aimeraient travailler à temps plein. Ah oui, donc du coup, vraiment, les part-timers sont aussi comptés comme des chômeurs dans les statistiques. Dans cette statistique agrégée, ouais. Okay, quand je dis les 10%, je mets tous ces gens-là, c'est-à-dire pour dire il y a encore de la marge. Et c'est justement là où on s'est dit que tant qu'il y a énormément de gens aux États-Unis qui travaillent à temps partiel, mais qui déclarent qu'ils aimeraient bien travailler plus, c'est-à-dire ils demandent à leur employeur de travailler plus, mais leur employeur leur dit je peux pas te faire travailler plus cette semaine parce que on n'a pas le business nécessaire. En fait, c'est ce qu'on appelle les slack part-timers. Donc slack, ça veut dire il y a du mou dans l'activité, et donc je suis obligé de vous garder et on s'est dit tant qu'il y a ces gens-là qui sont présents dans toutes les entreprises, ça veut dire que ce sont des gens qui sont prêts à offrir des heures de travail supplémentaires sans se demander d'augmentation de salaire. C'est justement ça. C'est-à-dire quand vous avez tout le monde qui travaille au taquet à la semaine de 40 heures aux États-Unis, si vous voulez les faire travailler plus et que vous trouvez pas les gens qualifiés, vous allez les faire venir, vous allez les faire travailler plus en leur payant des heures supplémentaires beaucoup plus chères. Mais tant que vous avez un volant de gens qui sont prêts à travailler plus pour le même salaire, c'est grâce à eux que vous pouvez vous permettre de ne pas augmenter les salaires justement. Et donc c'est ça qu'on a regardé, et en fait on a reconstruit. C'est de pas travailler gratuitement en plus. Exactement. Tant qu'il y a des gens qui sont prêts à travailler, tant qu'il y a des gens qui sont prêts à travailler au même salaire, à travailler plus pour gagner pareil, finalement ça arrange les entreprises. Et en fait du coup on s'est dit la vraie courbe de Phillips aujourd'hui, il faut pas regarder les chômeurs, mais il faut regarder justement ces gens-là qui sont prêts à travailler plus pour gagner pareil. Pour reprendre un fameux slogan, et en fait on voit que du coup on retrouve une relation qui est quasiment parfaite entre les deux. Et vous voyez qu'aujourd'hui en fait on est justement dans le nuage de points qui s'écarte un peu de la courbe. C'est-à-dire qu'on voit que le nombre de gens qui sont prêts à travailler plus pour gagner pareil, il a quand même pas mal augmenté. Et grâce à ça, on peut en déduire qu'en fait on va recoller à la courbe en noir, et c'est-à-dire que les salaires vont vont se remettre à baisser. Donc c'est le travail qu'on a fait ici, c'est-à-dire on a retraduit cette courbe-là en nuage de points, on l'a retraduit en série temporelle, et vous voyez que ça explique parfaitement l'évolution des salaires, avec en plus l'avantage c'est qu'en fait elle est en avance par rapport à l'évolution des salaires, et donc ça nous permet de dire que aujourd'hui les salaires américains ils vont peut-être accélérer d'ici 3 mois vers 3,5, mais que l'histoire elle est déjà terminée, c'est-à-dire les salaires vont déjà se retourner à la baisse. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, si je résume tout, aux États-Unis, on a une base de PIB qui est assurée par les ménages, où là, tout va bien, effectivement. Et les gens qui sont très optimistes sur les économies américaines vous parlent de ces 70%-là. Mais en fait, il faut pas perdre de vue que ce qui fait le cycle américain, c'est justement la partie au-dessus qui est les 30% qui restent, et notamment les 15% qui restent, qui sont l'investissement. Et c'est là qu'on a ces phénomènes de volatilité extrêmement forte qui expliquent la totalité du cycle. Et la totalité du cycle est expliquée par l'investissement, et l'investissement est expliqué par les profits. Et les profits, en fait, ont déjà fortement baissé parce que les salaires ont monté. Et pourquoi cet impact a été très rapide, cette hausse de salaire, elle a eu un impact négatif très rapide sur les profits? C'est parce que la productivité est faible. C'est-à-dire qu'un chef d'entreprise peut se permettre d'augmenter ses salariés d'un certain niveau, mais si la productivité est faible, dès qu'il augmente les salaires, en fait, ça va impacter les marges. C'est-à-dire si vous augmentez vos salariés de 2%, mais que la productivité des salariés a augmenté de 2%, pour le chef d'entreprise, en fait, les marges ne bougent pas. Si par contre, vous êtes obligé d'augmenter vos salariés de 2% parce que vous n'arrivez pas à embaucher, mais que la productivité globale n'a pas bougé, ça veut dire que ces 2%, vous allez le prendre sur vos marges. Alors ça, c'est un autre trait particulier de l'économie américaine dans ce cycle, c'est que la productivité est extrêmement faible.
Donc ça c'est structurel. On a des gains de productivité aux États-Unis sur l'année écoulée qui sont à seulement 0,5%. Donc on part d'un niveau où on était à peu près à 2% de croissance et là on est tombé à 0,5. Donc ça c'est vraiment très problématique parce que ça veut dire que on est dans une problématique de cycle américain très court. C'est-à-dire que dès que les salaires augmentent trop parce que le chômage a diminué par exemple, eh ben les entreprises souffrent tellement qu'elles vont couper, elles vont voir baisser leurs profits et elles vont couper l'investissement tout de suite. Et donc, si l'investissement ne repart pas, bah finalement c'est un phénomène qui se mord la queue parce que s'il n'y a pas d'investissement, eh ben la productivité ne peut pas augmenter. Ouais. Donc on est vraiment dans un cercle vicieux. Donc en résumé, ben les profits sont en train de souffrir, mais c'est déjà en train de signaler la cloche est en train de sonner pour dire bah, du coup c'est la fin du cycle qui est en train d'arriver. Donc c'est ça qui est très important et ce qui nous fait peur c'est qu'on a le sentiment que la Fed elle est pas forcément en train de faire la bonne lecture du cycle puisque le message de Janet Yellen la semaine dernière ça a été de dire euh, on va attendre 2 mois pour voir ce qui se passe vraiment sur le marché de l'emploi. Après, on va se retrouver avec le Brexit qui arrive aujourd'hui. On va se retrouver dans une tempête sur les marchés au moins temporaire. Après, ça va être les élections américaines qui vont créer de l'incertitude. Après, on ne sait pas trop où on sera l'économie chinoise. Voilà. Voilà. Donc la Fed, elle est prête à attendre, mais elle n'est pas en train de faire la lecture qu'on fait nous, c'est-à-dire que de toute façon, Madame Yellen, ne regardez pas ce qui se passe du côté du Royaume-Uni ou de la Chine ou des élections américaines. Regardez déjà ce qui se passe dans vos indicateurs macroéconomiques, et là, il faut que vous voyez que vous vous êtes endormi. Vous auriez dû monter les taux dès 2011, vous ne l'avez pas fait, mais maintenant c'est trop tard. Maintenant, les monter aujourd'hui, ça ne ferait qu'aggraver le problème. Alors justement, est-ce qu'en 2011, ça aurait pas été justement trop tôt de relever ces taux, dans le sens où ça aurait un petit peu annihilé ce mouvement de croissance, ce mouvement de reprise Alors, qu'on a connu ensuite c'est ça toute la. Alors, je me permets de critiquer Madame Yellen, mais c'est gentil parce que à sa place, je serais aussi très mal barré parce que de toute façon, en fait, si vous voulez, fondamentalement, euh, Madame Yellen, c'est un peu Tom Cruise dans Mission Impossible. C'est-à-dire, elle peut pas y arriver. En fait, la Fed, elle a un régime d'indépendance qui est en fait un régime de liberté surveillée par le Congrès. Et le Congrès donne des objectifs très précis à la Fed, qui est obtenir le plein emploi et une inflation à 2%. Donc si Madame Yellen voulait obtenir le plein emploi avec une inflation à 2%, c'est certain qu'il fallait pas toucher les taux avant 2015. Ce qu'elle a fait. Maintenant, il faut qu'elle prenne en compte que le plein emploi et l'inflation à 2%, tout le monde peut y arriver si le revers de la médaille, c'est de créer des bulles. Si vous voulez mettre l'inflation à 2% et l'économie au plein emploi, c'est facile, on peut mettre les taux à moins 5%, tout le monde va s'endetter, les prix des actifs vont s'envoler, tout le monde sera heureux, et les entreprises, les ménages consommeront, les entreprises embaucheront, etc. Ça, c'est peut-être à prendre avec des pincettes, parce qu'au final, c'est un petit peu ce qu'on commence à voir en Europe, mais on note pas pour autant une reprise de l'inflation fulgurante, enfin même pas fulgurante, on note pas encore pour l'instant de reprise de l'inflation, on parle même plus de déflation. Voilà, le phénomène est très lent, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que en fait, fondamentalement, aujourd'hui, la problématique fondamentale de Madame Yellen, c'est que le mandat de la Réserve fédérale, c'est-à-dire le plein emploi et l'inflation à 2%, il est incompatible avec la stabilité financière à moyen terme. Et c'est en privilégiant son mandat de court terme, qui est d'obtenir l'inflation et le plein emploi, qu'elle a laissé se développer de nouveaux risques dans le secteur financier. Et donc c'est ce qu'on va voir maintenant avec les problématiques de valorisation du marché action. Alors, quand on regarde les révisions du marché, les révisions des BPA, donc des bénéfices par action attendus par les analystes, vous avez donc sur la page 6 un graphique qui vous montre en fait le ratio de révision. Donc quand vous êtes en positif, en au-dessus de la ligne noire ici, ça veut dire que les analystes sont plutôt en train de réviser positivement les bénéfices à 12 mois.
et quand on est en dessous, ça veut dire qu'ils sont en train de couper les bénéfices prévus à 12 mois. Donc, vous voyez que les États-Unis s'en sortaient pas mal parce que le Japon, ça avait beaucoup monté en 2014, mais on est très fortement négatif. L'Europe, on est toujours resté en négatif, même si ça va un petit peu mieux. Les États-Unis, on vient de revenir quasiment à la neutralité après être passé par toujours un petit peu les marchés actions européens et asiatiques en général. Donc, on avait plutôt une configuration sur les profits qui était moins mauvaise. Comment ça s'explique? En fait, c'est assez simple. Et donc là, je reviens vers mes indicateurs chéris, hein, les PMI. Alors aux États-Unis, ça s'appelle ISM historiquement. Donc vous avez cette ISM, en fait, c'est la courbe verte hein, ici. Et là, donc on regarde l'ISM manufacturier et sa sous-composante nouvelle commande. Donc grosso modo, on regarde un indicateur PMI de directeur d'achat manufacturier pour regarder en fait les révisions d'IPS, donc de bénéfices par action, sur le S&P 500. Alors ça peut paraître problématique. L'économie américaine, en fait, elle est très désindustrialisée. C'est-à-dire que l'industrie représente à peu près 10% de l'économie américaine. Mais le paradoxe, c'est que vous voyez que les révisions sur l'indice large de la bourse américaine sont très très fortement corrélées avec ce qui se passe dans l'industrie américaine. Donc ça, en fait, c'est une bizarrerie, mais en fait, ça s'explique par la composition de l'indice américain large, parce qu'en fait, il y a un biais manufacturier, donc un biais industriel, parmi les entreprises, les grandes entreprises cotées. C'est-à-dire toute l'économie de services américaine qui se fait avec de toutes petites entreprises, évidemment, c'est pas un pan de l'économie qui va être coté en bourse. Donc en fait, vous voyez qu'il y a une très forte coloration industrielle dans le marché américain. Et ce qui explique donc justement, si je repasse sur le graphique précédent, cette remontée des révisions bénéficiaires positives, c'était le reflet d'une amélioration du côté de l'industrie. Et l'industrie en fait américaine se portait mieux pour deux raisons, parce que en fait au début de l'année 2016, on a eu la Fed qui a capitulé sur les hausses de taux qu'elle nous avait promises en décembre 2015. Faut pas oublier qu'en décembre 2015, la Réserve fédérale avait dit il y aura 4 hausses de taux en 2016 parce que le scénario américain tout va bien dans le meilleur des mondes possible. Maintenant, on n'a plus que sur 2 grands maximum, il me semble. À la Fed, oui, et le marché sur 0. Sur 0, il drive pour janvier 2017. Voilà. Et donc ça a permis en fait de faire baisser le dollar. Et cette baisse du dollar, ça a aidé l'industrie américaine, et donc ça a permis aux analystes de dire tiens, les choses vont mieux dans l'industrie américaine, et donc les entreprises cotées allaient mieux. Donc ça, c'est plutôt un élément paradoxe, positif. Parce que la Fed veut monter ses taux, mais au final, c'est pas bénéfique pour son dollar US qui serait du coup trop fort et qui justement viendrait pénaliser ses chiffres. Ces mêmes chiffres que justement tu as mis en évidence par rapport à un dollar US qui s'affaiblissait sur cette même période de temps. Donc, je sais pas c'est quel trimestre en 2015-2016, mais ouais. C'est un petit peu ça l'idée. L'idée c'est que Janet Yellen elle est obligée de satisfaire tout le monde. C'est ça le problème. Ouais. C'est que si elle veut. Le problème c'est qu'elle s'est enfermée justement dans un biais de remonter ses taux. Donc maintenant, question crédibilité, elle est obligée au minimum d'assurer une hausse de taux. Exactement. C'est ça la crainte. C'est là où elle est exactement, en fait. Exactement. C'est ça la crainte qu'on peut avoir. Alors maintenant, si je continue mon approche, en fait, j'aurais dû commencer par ça. Hein. Notre approche du marché américain, on va le faire en 2 temps. Tout d'abord, on va regarder les perspectives bénéficiaires des entreprises cotées américaines, et après, on regardera les perspectives en fait de multiples. En fait, le prix d'une action, on peut le regarder on peut dire que le prix d'une action, c'est un price earning ratio, donc un ratio cours sur bénéfice, fois les bénéfices. Donc on va d'abord regarder ce qui se passe du côté des bénéfices, et après on va regarder ce qu'on peut dire sur les ratios de PER. Alors là, vous avez en fait un graphique qui montre les profits au niveau agrégé de l'économie américaine. En fait, donc on regarde les profits opérationnels. Alors pourquoi on regarde les profits opérationnels? C'est parce que on veut pas être pollué par des effets de revalorisation de primes d'acquisition quand il y a des fusions-acquisitions par exemple. On veut lisser également les effets qui sont liés à l'endettement des entreprises qui peuvent alourdir la charge d'intérêt et donc peser sur les profits. Là, on regarde vraiment sur les profits opérationnels, donc c'est vraiment quelque chose qui est le plus cyclique possible. Et en fait, on fait une modélisation qui est assez simple en regardant ce qu'on appelle les ULC. En fait, les ULC, c'est les coûts unitaires du travail. Donc les coûts unitaires du travail, c'est quoi? Grosso modo, le coût unitaire du travail, c'est
le salaire que vous payez vos employés divisé par leur productivité. Et donc, si on revient un peu en arrière, vous voyez que les salaires ont quand même très fortement augmenté. Et comme je disais tout à l'heure, la productivité, elle, a été très faible. Donc ça veut dire que quand vous regardez en fait les salaires divisés par la productivité, vous avez vraiment des marges qui ont souffert. Parce qu'évidemment, plus les coûts unitaires salariaux augmentent, plus les profits baissent. Et donc c'est grosso modo ça qu'on est en train de faire. Si vous voulez, l'évolution des profits, c'est la courbe de variation des coûts salariaux inversée. C'est aussi simple que ça. Donc cette tendance-là à la baisse des profits, en fait, c'est simplement l'effet de miroir de la tendance à l'accélération des coûts salariaux. Et donc vous voyez que on arrive à prévoir à 3 mois ce qui peut se passer. Et donc là, au-delà de la volatilité qu'on peut avoir dans la série macroéconomique, on nous donne quand même une tendance qui est que les profits vont pas se redresser tout de suite aux États-Unis. Donc ça, c'est un premier bémol sur le marché. Alors après, quand on regarde la valorisation, on peut regarder en fait le niveau, ce que j'appelais les PER, donc le ratio cours sur bénéfice, et puis surtout, on a tendance à comparer ce ratio cours sur bénéfice, c'est-à-dire un rendement instantané des actions, par rapport au rendement des marchés concurrents, c'est-à-dire notamment les marchés obligataires. Et vous avez ici sur ce graphique, vous voyez pour les États-Unis, la France et l'Allemagne, un calcul assez simple, c'est-à-dire qu'on prend l'inverse du ratio de PER, et donc l'inverse du ratio de PER, en fait, c'est le rendement instantané des actions. C'est-à-dire quand vous achetez le marché d'actions aujourd'hui, quel est le rendement que vous avez en termes de profit. Vous voyez, donc si une entreprise fait 10 de profit et que vous l'achetez 100, vous avez du 10% de rendement. C'est ça l'idée. Et donc ce 10% de rendement, on va le comparer au rendement que vous avez sur les taux sans risque. Donc par exemple, dans le cas de la France, on va avoir des taux sans risque qui vont être à quelque chose comme 0,4%. Donc vous comparez cette fourchette de rendement entre les deux et vous obtenez ce qu'on appelle une prime de risque. Et cette prime de risque, vous voyez que pour les États-Unis aujourd'hui, elle est à 4%, elle est à 7% pour la France et pour l'Allemagne, on est quasiment pratiquement à 9%. C'est vraiment les obligations allemandes qui attirent en fait les investisseurs. Tout ce qui est Bund, Bubbleschaft. Exactement. Alors, c'est vrai que quand on regarde l'évolution historique, comme ça, on voit, on se dit, mais en fait, les actions sont données aujourd'hui quand on les compare aux obligations, parce que effectivement, si on compare avec la décennie des années 90, on avait des primes de risque qui avaient souvent tendance à passer carrément en négatif. C'est-à-dire vous aviez des rendements obligataires qui étaient supérieurs au rendement instantané des actions. Donc le risque est pas le même évidemment, mais vous voyez même au sommet de la bulle Internet, vous aviez un rendement, une prime de risque négative sur les actions américaines qui était à moins 2,5%. Alors aujourd'hui, pourquoi on a cet effet comme ça? Exactement comme le disait Sylvain, c'est pas tant que les actions sont pas chères, mais c'est surtout que les obligations sont ultra chères. Il faut le voir de l'autre côté. En fait. Ouais, on est passé en territoire négatif sur le boom, t'as plus d'entreprise. Alors pourquoi en fait on a ces taux et donc c'est plutôt ça qu'il faut regarder. Et en fait c'est ce qu'on peut illustrer ici. Par exemple donc là on a repris un calcul de prime de risque américaine. En violet donc vous avez une prime de risque américaine. Donc là elle est calculée de façon un peu plus complexe et donc un peu plus précise. Et vous voyez qu'en fait cette prime de risque elle est très corrélée à la courbe en vert. Et en fait, cette courbe en vert, elle est rien d'autre que le taux d'intérêt à 10 ans. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez ici en fait une tendance à la baisse des taux d'intérêt. Donc, la courbe verte, en fait, elle se lit sur l'échelle de droite en échelle inversée. Donc, cette trajectoire-là que je suis avec la souris sur la courbe verte, c'est quoi? C'est tout simplement la baisse fondamentale des taux d'intérêt américains depuis les années 90. Et vous voyez que en fait, l'augmentation de la prime de risque des actions, donc la courbe violette, en fait, elle est expliquée par cette baisse des taux d'intérêt. Donc une partie du niveau très élevé de la prime de risque action américaine aujourd'hui, en fait, elle s'explique par le niveau anormalement faible des taux d'intérêt.
Donc ça, c'est une des explications. Et en Europe, c'est également le cas parce que, notamment en Europe, on a beaucoup d'institutions financières. Et ces institutions financières, en fait, ont été quasiment contraintes par le régulateur, notamment via les normes BAL 3, à acheter des taux d'intérêt parce que il fallait assurer des coussins de fonds propres et des coussins de liquidité. Et pour assurer ces coussins de liquidité, en fait, le régulateur a dit il ne faut pas compter sur le marché interbancaire ni sur le marché monétaire. Il faut que les institutions financières elles-mêmes possèdent cette liquidité sur leur bilan. Et donc, vous avez beaucoup d'institutionnels qui ont été obligés d'acheter des taux longs. Et donc, à cause de ça, ça signifie que les taux d'intérêt ont très très fortement baissé. Et donc, grosso modo, le fait que les taux d'intérêt baissent, les actions, si vous voulez, elles ont regardé les taux d'intérêt baisser en se disant, nous, finalement, notre rendement absolu va rester le même. Et donc, la prime de risque que vous avez ici, s'est gonflée structurellement parce que les taux d'intérêt ont baissé et pas forcément parce que le rendement des actions justifiait d'avoir un niveau de rémunération plus élevé parce que le risque était beaucoup plus élevé. Donc ça, c'est une des premières explications. Mais maintenant, faut se demander, est-ce que ce niveau de rémunération des actions est justifié? Parce que notamment, vous voyez que récemment, sur la période plus récente, on va dire sur la période 2012-2016, les taux d'intérêt américains ont continué de se contracter, alors que la prime de risque action a baissé. C'est-à-dire, si la prime de risque action a baissé, ça veut dire que le marché est plus cher. Alors, est-ce que ce niveau de prime de risque action aujourd'hui est justifié? En fait, ce qu'on fait, c'est que on modélise le niveau de cette prime de risque action pour en avoir en fait une valeur d'équilibre fondamentale. Et en fait, cette modélisation, elle est assez simple. Donc, vous la voyez en fait en violet. Donc, on a repris la prime de risque sur le marché action et on a surajouté en surimpression en vert le niveau donné par le modèle. Alors, ce modèle, il fait quoi? Il dit, il regarde en fait le niveau de risque dans l'économie américaine et il en déduit quel est le niveau adéquat de prime de risque sur les actions. Alors, comment on regarde ça? En fait, on a fait tout simplement une régression de la prime de risque sur des valeurs fondamentales du risque de l'économie américaine, notamment le niveau des taux d'intérêt réels, le niveau d'incertitude politique. Donc on a une mesure qui est faite par l'université de Stanford sur le niveau d'incertitude macroéconomique et politique, et le niveau du prix du pétrole, ainsi que le coût du capital qu'on mesure par le niveau des spreads de crédit. Et donc, avec ces niveaux, ces régresseurs en fait du risque américain, on a réussi à construire un modèle qui donne en fait une assez bonne approximation de ce que doit être la valeur d'équilibre de cette économie américaine, de cette prime de risque américaine. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est que on peut voir que notamment pendant la période de bulle sur les actions américaines, vous voyez que le sommet de la bulle américaine, c'est grosso modo au printemps 2000. On voit que la prime de risque action diminue, donc une prime de risque action qui baisse, c'est-à-dire c'est un marché qui a tendance à se survaloriser. Et vous voyez qu'en fait, dès 99, le modèle indiquait que la prime de risque action devait monter, c'est-à-dire que le marché américain devait baisser, et au contraire, il a continué à monter. Et en fait, c'est cet effet de ciseau à ce niveau-là qui montrait qu'on avait une bulle sur la valorisation des actions américaines en 2000. Au contraire, quand on regarde ce qui s'est passé dans le dernier cycle, on va dire de 2003 à 2007, on voit qu'il n'y avait pas de bulle du côté de la valorisation des marchés américains. Alors, absence de bulle sur la valorisation de la prime de risque ne veut pas dire que le marché n'était pas risqué. En fait, là, ce qu'on regarde, c'est effectivement combien le marché rémunère le risque. Mais il rémunère un risque par rapport à des bénéfices attendus. Et donc, en fait, ce qui s'est passé ici, c'est que le marché surpayait, ne payait plus les risques sur les rémunérations attendues. Et ce qui s'est passé ici, c'est que le marché payait correctement les rémunérations, c'est-à-dire la rentabilité attendue. Mais cette rentabilité attendue, elle, était déjà survalorisée.
Donc c'est plutôt comme ça qu'il faut l'interpréter. Et vous voyez que depuis, on a eu de très bons signaux de trading qui ont été donnés par ce modèle, hein, aussi bien en 2010 qu'en 2011, quand il fallait passer à l'achat ou à la vente. On a vu que le modèle venait se recorriger assez régulièrement. Et donc là, sur les derniers points, on voit que la valeur d'équilibre sera à peu près à 5, alors que la prime de risque serait à 5,5. Donc ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que le marché américain n'est pas cher aujourd'hui en termes de prime de risque. Maintenant, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on achète quand même par rapport à cette prime de risque en termes de rentabilité attendue? C'est surtout ça qui va compter. Alors si on passe à la slide numéro 12, en fait sur la slide numéro 12, on essaye de montrer en fait la vision du monde qu'on a sur les marchés financiers, et on essaye d'avoir une vision du monde à long terme. Grosso modo, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est quand on regarde une prime de risque sur le marché action, on regarde combien on est rémunéré pour acheter une rentabilité future incertaine. Donc en fait, ce que vous voyez ici, c'est la rémunération de l'incertitude sur la rentabilité future. La deuxième question qu'il faut se poser, c'est quelle est cette rentabilité future? C'est-à-dire à quel prix on paye une rentabilité promise, mais aussi à quel niveau cette rentabilité est promise. Et donc c'est ça qu'on a sur la slide numéro 12. Et comme vous voyez ici, on a donc deux courbes qui représentent deux visions du monde opposées. À la fois d'un côté le marché action et de l'autre côté le marché des obligations. Alors je m'explique. En théorie, les taux d'intérêt réels à long terme sont censés être en équilibre avec la croissance économique à long terme. Donc, si on a une croissance américaine dont le potentiel est à 2%, c'est ce que nous vend encore la Réserve fédérale américaine dans ses dernières prévisions. Et si, donc par exemple, le niveau d'inflation ciblé est à 2%, ça voudrait dire que les taux longs américains en valeur d'équilibre devraient être à 4%. Voilà. Donc ça, c'est la théorie. Dans la réalité, quand on regarde un taux d'intérêt américain à moyen terme, quand on le regarde en réel, vous voyez que la réalité est tout autre. Parce que, en fait, là, je vous parle de la courbe en vert. Vous voyez que dans les années 90, on avait des taux réels américains à 5 ans qui étaient aux alentours de 4%. Depuis, on a eu des hauts et des bas cycliques, mais surtout, vous voyez que aujourd'hui, on est à un niveau qui est négatif. Alors, la période qui est très fortement négative de 2011 à 2013, vous pouvez la mettre de côté parce qu'en fait, elle correspond à la période de quantitative easing, c'est-à-dire la période d'assouplissement quantitatif de la Réserve fédérale. Donc pendant cette période, le marché est complètement déformé par la Réserve fédérale, les achats de la Réserve fédérale, donc ces prix ne veulent quasiment plus rien dire. Mais en fait, depuis mi-2013 à peu près, quand il y a eu le fameux discours de Bernanke, donc le directeur de la Réserve fédérale de l'époque, qui a dit qu'ils allaient, la Fed allait commencer à réduire ses achats, en fait, vous voyez qu'on a eu une très forte correction et qu'on est revenu vers à peu près zéro. Le problème, c'est que on reste quand même à des niveaux négatifs, légèrement négatifs. Donc ça veut dire que le marché obligataire américain est en train de nous donner une vision de la croissance potentielle future américaine qui est extrêmement négative. Donc ça c'est pas très rassurant parce que d'un côté donc on a une vision très prudente de l'économie américaine et quand on compare ça avec ce qui est donné au-dessus, vous avez au-dessus en fait la croissance des EPS, donc des bénéfices par action attendus sur le marché action américain, donc sur l'indice phare. On a pris ici le S&P 500. Donc qu'est-ce qu'on voit? Ça veut dire que grosso modo les marchés actions américains aujourd'hui sont valorisés en anticipant, d'après les attentes des analystes, des croissances de bénéfices futurs en réel de 9%.
Donc là, c'est en termes réels. Donc ça veut dire qu'en termes nominal, si on rajoute un peu d'inflation, ça ferait des croissances de bénéfices nominaux à 2 chiffres en moyenne sur les 5 prochaines années. Qu'est-ce que ça signifie? Je pense que une économie ne peut donner au marché financier que ce qu'elle a. Si une économie n'a que 2% de croissance et autant d'inflation à donner au marché, les marchés ne peuvent pas attendre d'avoir plus de 4% de croissance nominale. Or, aujourd'hui, le marché obligataire qui est quand même fait par des banques centrales et des investisseurs qui regardent quand même de très près l'économie, nous disent au contraire que la croissance dans les 5 prochaines années ne sera même pas à 2%, elle sera bien en dessous de cela. Donc si on a une croissance qui est inférieure en réel à 2%, comment est-ce que les analystes actions peuvent attendre des croissances aux alentours de quasiment à 10% en réel sur les 5 prochaines années? Ça supposerait que les profits américains continuent d'augmenter plus vite que le PIB. Donc on est ce qu'on appelle en économie une déformation de la valeur ajoutée, puisque donc le PIB, c'est grosso modo la valeur ajoutée créée dans l'économie, et ce PIB, en fait, cette valeur ajoutée, elle se partage entre d'un côté les profits des entreprises et la rémunération du travail. Cette rémunération du travail, ce sont les salaires. Et donc là, ça n'a rien à changer depuis Karl Marx. On appelait ça la lutte des classes avant, maintenant on appelle ça le partage de la valeur ajoutée. Mais donc si cette déformation du partage de la valeur ajoutée se poursuit pendant 5 ans de plus, ça paraît quand même extrêmement délicat d'un point de vue politique, puisque en fait on a eu un partage de la valeur ajoutée qui s'est déformé à la faveur des profits depuis l'accélération de la mondialisation au début des années 2000, et vous voyez que politiquement ça a induit quand même une réaction du corps politique américain extrêmement forte et qu'on avait plutôt sous-estimé, notamment avec la montée du populisme, qu'il soit un populisme de droite incarné par Trump ou un populisme plutôt de gauche incarné par Bernie Sanders. Donc ça paraît difficile d'imaginer qu'on va avoir une poursuite de la déformation du partage de la valeur ajoutée, et puis pour des raisons politiques, mais aussi tout simplement pour des raisons fondamentalement économiques, c'est-à-dire le chômage ayant beaucoup baissé aux États-Unis, c'est vrai qu'on a vu les salaires accélérer, et quand les salaires accélèrent, ça veut dire que les profits vont baisser en termes de proportion qu'ils représentent dans la valeur ajoutée. Donc vous voyez ici, on a un premier problème fondamental, c'est-à-dire que les attentes des analystes sur le marché action américain nous paraissent beaucoup trop élevées. Alors, si je résume, si je reviens en arrière, on valorise le marché américain en regardant qu'est-ce qu'on achète comme profit futur avec ce marché américain et combien on est rémunéré pour porter le risque sur ces profits futurs. Alors quand on regarde donc le risque, combien on est rémunéré pour porter le risque sur les profits futurs, donc c'est ce qu'on a regardé avec la prime de risque action. On a vu que cette prime de risque action, elle était élevée, et elle était même plus élevée que les fondamentaux l'auraient indiqué. Donc ça c'est plutôt positif. Mais par contre, quand on regarde de plus près les profits qu'on est censé acheter, les profits futurs qu'on achète, on s'aperçoit que en fait on nous vend quelque chose, on nous vend du rêve. C'est ça qui est vraiment et fondamentalement dangereux aujourd'hui. Alors, juste une petite question, pourquoi justement en revenant sur ce graphique, pourquoi tu dis justement que on nous vend du rêve dans la mesure où parce que pour toi le fait que justement on soit passé en territoire négatif, on n'est pas assez rémunéré pour le risque qu'on prend. En fait, là, ce qu'on regarde ici, c'est qu'on a d'un côté, en fait, ce que je montrais sur ce graphique, c'est qu'il y a un abysse qui sépare les deux marchés fondamentaux. Donc, en fait, pour toi, il faudrait d'un côté le spread entre les deux soit un peu plus beaucoup plus faible, parce que d'un côté, t'as ici en vert, donc je rappelle, c'est le taux réel américain à 5 ans, et grosso modo un taux à moyen terme réel. À l'équilibre, il doit être égal à la croissance future. Et donc en fait, ces taux nous disent ça projetterait en fait une récession en fait. Ça projette en fait une croissance future qui va être très faible. Très faible. Je dirais pas jusqu'à dire qu'elle va être à zéro, mais une croissance, un marché qui est très pessimiste sur la croissance future. Voilà. Ok, d'accord. Par contre, quand on regarde en fait les anticipations des analystes, en fait on travaille avec, on agrège en fait dans une base qui s'appelle IBS
toutes les anticipations des analystes qui regardent Donc boîte ça, par c'est les boîte. earnings per share. Voilà, et on regarde, les analystes regardent les entreprises société par société, ils sont en contact très proche avec les PDG, les managements des entreprises, et en fait, ils font des projections à 5 ans sur les bénéfices futurs des entreprises cotées. Et donc en fait, on a des providers d'informations qui prennent toutes ces informations, qui les agrègent, et qui nous disent, voilà, quelles sont les prévisions année après année, sur les 10 prochaines années, de tout le consensus des analystes de la place. Et en fait, quand on agrège tout ça, nous on recalcule et on dit bon ben voilà, si on prend toutes les sociétés cotées du S&P 500 sur les 5 prochaines années, en réel, c'est-à-dire corrigé de l'indice des prix, les analystes s'attendent à une croissance de grosso modo 9%. 9% alors que l'économie autour de voilà. Alors 0. peut-être que ça c'est trop optimiste et ça c'est trop pessimiste. Mais entre les deux, le gap est juste énorme. Alors, autant j'achète pas l'excès de pessimisme du marché obligataire, autant j'achète pas l'excès d'optimisme du marché action, parce que ça voudrait dire que soit l'économie est en plein boom, soit c'est vrai que... Alors peut-être que même la stratégie, pourquoi pas acheter justement l'excès de pessimisme au final. À ce moment-là, parce que tu partirais sur l'assumption que justement c'est beaucoup trop pessimiste, c'est entre guillemets survendu, et que ça pourrait représenter une opportunité, enfin je sais pas. Alors ça c'est une possibilité, mais ça voudrait dire que... Justement vendre l'optimisme des... D'accord. Mais ça voudrait dire que tu te positionnes pour un crack obligataire qui fera s'effondrer le marché action. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vaut mieux? C'est un petit peu une des stratégies que les contrariens actuellement essaient de jouer en shortant le Bund notamment et Exactement. Alors ça c'est une stratégie, mais tu vois que les gens qui jouent ça depuis longtemps, sur le long terme, oui. Je pense que il n'y avait pas besoin d'attendre le long terme de Keynes pour dire qu'il y en a beaucoup qui sont morts. Alors pourquoi cette stratégie pour nous elle est plus risquée que la stratégie inverse qui est plutôt de vendre l'excès d'optimisme du marché action, c'est parce qu'en fait ce marché-là, de toute façon, c'est le marché qui a un parachute qui marche super bien, qui s'appelle la Banque centrale. Et en plus, la parachutiste en chef, c'est Janet Yellen, et en fait c'est une femme qui a une aversion au risque fondamentale. Donc la petite histoire que raconte Bernanke sur Janet Yellen, donc il lui a succédé, il dit c'est une femme qui arrive 3 heures à l'avance quand elle doit prendre l'avion, donc elle a une aversion au risque super élevée, donc elle montrera jamais les taux d'intérêt. Donc c'est un peu ça, c'est-à-dire il faut se dire que d'un côté on a un excès d'optimisme du marché action, un excès de pessimisme du marché obligataire, mais le marché obligataire il a un gros parachute. Et par contre, le marché action, on peut pas, autant Yellen ne peut pas se permettre d'avoir un crack obligataire, autant elle viendra au secours du marché action, mais elle peut pas non plus être là avant que le marché ait souffert. Donc au travers en fait, d'un QE4, si le besoin se ferait ressentir justement. C'est vrai qu'Yellen viendra au secours du marché action, là, exemple, mais pas avant qu'on ait perdu 15-20%. Donc par exemple, là, scénario juste pour rester un peu pragmatique et dans l'air du temps, si le Brexit justement dans les semaines, mois à venir, c'est-à-dire par exemple cet été, on perdait 15 à 20% sur le marché américain, tu penses qu'à la rentrée, l'annonce d'un QE4 pourrait, ou d'ici la fin de l'année, pourrait faire son entrée justement à la place de la hausse des taux qui était censée être un petit peu restrictive monétairement parlant, là justement se lancerait plutôt sur un QE4 si le marché action américain perdait 15-20% suite au Brexit. Alors, justement aujourd'hui. C'est pas notre scénario. Je pense que ce sera un scénario si vraiment on a. Je pense que le Brexit seul ne sera pas suffisant pour avoir un QE4 d'ici la fin de l'année. D'accord. Je pense qu'on est dans notre scénario, c'est plutôt un ralentissement graduel de l'économie américaine. Et la grosse question, c'est que on a Janet Yellen qui est un peu un enfant qui joue avec une allumette dans une station-service. C'est-à-dire si elle fait une hausse de taux, elle jette une allumette, on peut avoir un départ de feu. Pourquoi? Parce que justement le marché action nous paraît trop cher aujourd'hui. Donc si elle fait une hausse de taux, ce sera déjà une erreur et ça mettra l'économie américaine sur une situation de croissance qui sera tombée à 1% à la fin de l'année. Donc ce sera dangereux. Avec le Brexit, je pense que Yellen risque de supprimer cette hausse de taux. Donc ça, ce sera déjà pas mal. Mais la question la plus importante, c'est pas tant à quel moment Janet Yellen appuie sur le bouton cette année, c'est surtout le discours et comment elle va gérer les anticipations. Voilà. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que dans les deux témoignages qu'elle a fait devant le Congrès américain cette semaine, elle a commencé à changer son discours. Et pour nous, c'est une capitulation intellectuelle totale. C'est le début de la capitulation totale de Yellen. Alors dans quelle mesure justement? Alors,
faire revenir un peu en arrière et Mhm. penser comment nos banquiers centraux raisonnent. En fait, c'est assez simple. Nos banquiers centraux, en fait, ils sont assez consanguins. Ils ont tous été élevés avec un bouquin qui s'appelle Prix et intérêt, qui a été écrit par Michael Woodford. Et en fait, ils raisonnent tous avec ce logiciel qui a été écrit par un professeur d'économie qui s'appelle Michael Woodford, qui est pas du tout médiatique, mais c'est, si vous voulez, c'est un peu l'éminence grise de Richelieu, c'est-à-dire c'est le moine en chasuble grise derrière lui, qui est vraiment le cerveau de tout ça. Et en fait, dans cette théorie, grosso modo, l'économie est toujours à l'équilibre, sauf quand il y a des chocs. Et ces chocs interviennent, ils sont positifs ou négatifs, mais ils sont aléatoires. Et quand ces chocs interviennent, c'est simple, le boulot de la Banque centrale, c'est de compenser un choc. Par exemple, si vous avez un choc négatif, par exemple, vous avez une récession en Chine, c'est un choc négatif sur l'économie américaine, et donc la Banque centrale, eh ben, elle va réduire les taux d'intérêt. Donc en fait, c'est assez simple, vous avez ce qu'on appelle le taux normal, qui est le taux d'équilibre, et si vous surajoutez des chocs à la trajectoire économique, vous avez en fait une feuille de route pour la Banque centrale qui est d'aller se mettre non plus au taux normal, mais ce qu'ils appellent le taux neutre. Et le taux neutre, en fait, c'est le taux normal qui inclut les chocs. Et ce taux neutre, en fait, Janet Yellen a dit, aujourd'hui, le taux neutre, il est à 0 parce que j'ai des chocs, je me prends des chocs tout le temps. Alors quand c'est pas le dollar, c'est la Chine. Quand c'est pas la Chine, c'est le Brexit. Quand c'est pas le Brexit, c'est l'incertitude de l'élection. Enfin, vous voyez, on a toujours des chocs externes. Et donc avec ça, finalement, on a un peu un pilotage automatique. Mais surtout, c'est une vision de l'économie où on comprend rien aux tendances structurelles. Et grosso modo, Janet Yellen, quand elle dit, ben moi j'ai laissé les taux à 0, là je les ai montés héroïquement à 37 points de base, 10 ans après le début de la crise. Mais en fait, elle veut nous faire croire que parce que les chocs qu'elle a depuis 10 ans ont tous été négatifs. Alors que je vous rappelle, dans sa théorie, les chocs, en fait, ils sont distribués de façon aléatoire, en positif ou en négatif. Donc ça n'a aucun sens de dire que tous les chocs sont négatifs. Et donc là, Janet Yellen, elle est en train de comprendre que dire à des gens que vous avez une distribution qui est normale et équilibrée entre le positif et le négatif, ça fait juste 10 ans qu'on n'a pas de chance, mais qu'à chaque fois qu'on joue au loto, on tombe du mauvais côté, alors qu'on a juste 50% de chance de tomber à droite ou à gauche de la distribution. Elle commence à dire, ça commence à se voir que ça, c'est complètement faux. Donc c'est un peu un charlatan qui vous dit achetez mon billet de loterie, vous avez une chance sur deux de gagner, et vos clients ça fait juste 10 ans qu'à chaque fois ils perdent. Donc au bout d'un moment on s'aperçoit que vous êtes un charlatan. Donc là il commence à dire il y a des chocs qui sont pas juste aléatoires et temporaires, il y a des chocs qui sont structurels, et ces chocs structurels, c'est la productivité est catastrophique. Donc ça on en a parlé. Deuxièmement, l'investissement n'est pas vraiment reparti. Et troisièmement, les nouveaux ménages, la formation de nouveaux ménages est trop faible. Donc là, en fait, elle fait référence au film d'Étienne Châtillès qui s'appelle Tanguy, et c'est l'histoire en fait de l'adolescent qui habite chez ses parents et puis qui devient un jeune adulte et qui habite toujours chez ses parents. Donc en fait, elle est en train de compter les Tanguy dans sa fonction de réaction en disant mais je monte pas les taux parce que il y a ce qu'on appelle la génération des millennials qui habitent dans le garage de ses parents. Alors pourquoi ces gens-là ne peuvent pas accéder au rêve américain de posséder une petite maison en banlieue américaine? C'est parce que tout simplement le prix des maisons est trop cher. Euh, donc c'est uniquement ça. Les salaires d'entrée. Et c'est là où c'est paradoxal, parce que justement tu disais qu'il y avait justement une facilitation au crédit, enfin un accès au crédit un peu plus facile aux États-Unis depuis quelques années. Ouais, mais c'est pas le cas des mortgages en fait. Ce que je te disais, c'est que voilà. En fait, depuis 2008, ça s'était resserré là-dessus. Ça s'était resserré, mais massivement. Ça va un petit peu mieux, mais c'est beaucoup plus compliqué. En fait, donc accéder à un crédit immobilier, c'est très compliqué. Deuxièmement, les salaires auxquels accèdent les jeunes qui arrivent sur le marché du travail sont très faibles parce que ils ont accès, en fait, ils rentrent sur des emplois peu qualifiés. Et troisièmement, en plus, ils arrivent dans le marché, ils déboulent dans la vie active avec un gros boulet au pied qui s'appelle la dette étudiante. En fait, vous avez eu une inflation des prix de l'éducation qui fait que, grosso modo, en fait, c'est une génération sacrifiée, si vous voulez, parce que d'un côté, mais justement, le risque entraîné justement par justement cette dette étudiante, est-ce qu'il il serait pas justement annihilé justement par le gouvernement américain qui s'est porté garant en fait à hauteur de je ne sais plus combien de ces dettes-là si elles faisaient défaut. Oui, alors in fine, c'est l'État qui paiera l'addition. Donc ça c'est rassurant parce que au final, on peut se dire que ce risque-là, il est plus ou moins supprimé.
non? Bah, il est pas forcément supprimé parce que les étudiants sont pas tous en train de faire défaut sur leur sur leur dette, heureusement. Mais surtout on voit que c'est une génération sacrifiée parce que la politique monétaire de Yellen a fait que grosso modo le prix de l'immobilier augmente entre 5 et 10% par an depuis 10 ans après la crise. Donc on est en train de reconstruire en fait en fait ce qu'on appelle l'abordabilité en fait par rapport au salaire d'entrée qui est extrêmement faible et qu'en plus il se paye une double bulle en fait la bulle sur l'accession à la propriété immobilière et la bulle qu'il y a eu dans l'inflation des coûts de l'éducation. Pourquoi les coûts de l'éducation supérieure ont augmenté? C'est tout simplement parce que vous aviez une manne d'argent pour financer tout ça qui était la dette étudiante, parce que la dette étudiante in fine elle est souscrite par le gouvernement américain. Donc en fait, il y a des injections de liquidités qui sont faites directement par la banque centrale et indirectement par le gouvernement via la dette étudiante, qui ont gonflé les prix et en fait, c'est en train de, si vous voulez, de compromettre l'entrée dans la vie active des nouvelles générations. Et c'est pas du tout un hasard si le phénomène Bernie Sanders aux États-Unis, c'est surtout les jeunes, parce que ce sont vraiment eux qui sont en train de payer le prix de toute cette situation. Donc voilà, aux États-Unis, effectivement, le crédit est présent. Mais en fait, on voit que là où il y a de la distribution de crédit, c'est dans le crédit automobile où le subprime est revenu, et c'est donc la dette étudiante et les cartes de crédit. Et du coup, Raphaël, la question qu'on peut logiquement se poser, c'est si le crédit immobilier ou le marché immobilier en général n'est pas accessible justement à ces jeunes-là, aux millennials, comme tu l'as bien dit, à qui il est accessible actuellement? Ben, en fait, il est accessible à personne parce que le taux, enfin ce qui est symptomatique, c'est que le taux de propriétaires aux États-Unis est revenu à son point bas des années 60. C'est-à-dire les années 60, c'est la dernière période où les Américains se disaient heureux. C'est l'époque d'avant, enfin c'est la génération Kennedy, Johnson, l'accession des droits civiques, etc. Et vous avez eu après ça, vous avez eu effectivement une très forte hausse de l'accession à la propriété. Donc c'est vrai que c'était le rêve de la classe moyenne américaine, qui avait été repris par Clinton dans les années 90 quand il a forcé Fannie Mae et Freddie Mac, les agences hypothécaires, à favoriser l'accès à la propriété. Et après, c'était devenu vraiment la devise des années Bush, où il fallait que tout le monde soit propriétaire de son logement et propriétaire de son petit business. Et en fait, tout ça a été détruit parce que la dernière génération d'Américains qu'on avait poussé à rentrer dans la propriété immobilière, c'est des gens qui auraient jamais dû rentrer, et c'était la génération des subprimes. Et en fait, on a eu 6 points de hausse de taux de propriétaires dans le dernier cycle, et ces 6 points de hausse, c'était le subprime qui nous a donné la crise de 2008. Et donc en fait, aujourd'hui, les prix montent, mais c'est pas parce que les gens achètent des nouvelles maisons, mais c'est parce qu'il y a de la demande, mais il y a surtout ce qu'on appelle du buy to let, c'est-à-dire des investisseurs financiers qui rachètent des maisons pour les louer. C'est-à-dire les politiques ultra expansionnistes de la réserve fédérale ont transformé les petites maisons américaines en produits financiers, objets de la spéculation. Donc BlackRock a lancé des fonds où ils ont acheté des quartiers entiers de Las Vegas après qu'on a expulsé les propriétaires subprime qui pouvaient plus payer. Ils ont retapé ça, ils ont mis des locataires dedans, ça rapporte du rendement et en plus ils mettent 5% de frais de gestion dessus, donc c'est tout bénéfice. Voilà. D'accord. Il y a eu un réel shift en fait. Exactement. Donc en fait tout ça pour vous dire qu'en fait il y a des tendances de fond dans l'économie américaine qui font que Madame Yellen, elle est justement en train de quelque part de capituler sur le conte de fées qu'elle nous racontait, qui était toujours de dire ne vous inquiétez pas, tout va bien, on est en train de payer le coût de la crise, ou alors on a glissé sur une peau de banane qui était le Brexit ou la Chine ou la crise de la zone euro, mais nous on va très bien. Et là en fait elle est en train de dire non, c'est pas juste qu'on n'a pas de chance et qu'on se prend des pots de banane tous les 3 mètres, c'est juste qu'on a nous-mêmes on a beaucoup de mal à marcher, voilà. Et c'est ça, c'est des problèmes structurels qui viennent de chez nous. Et donc c'est ça qu'elle est en train de dire, et donc quelque part pour nous ça signifie qu'elle commence à préparer le marché à l'idée que un scénario de normalisation des taux n'aura pas du tout la tête qu'il a dans les prévisions qu'elle nous livre tous les 3 mois. Tant que justement les problèmes structurels ne seront pas réglés. En fait. Voilà, mais ces problèmes, voilà. Mais ce qui est désarmant, c'est qu'elle commence à nous sortir les problèmes structurels, mais qu'elle nous explique pas d'où ils viennent.
mais pour nous, une grosse partie des problèmes structurels, en fait, ils sont endogènes à la façon dont Yellen a géré la politique monétaire. Parce que si justement les millennials, quand Madame Yellen dit on a un problème parce que la formation de nouveaux ménages dans la population est trop faible, c'est pas parce que les gens ont pas envie de se marier et qu'ils ont envie de vivre dans le garage de leurs parents. C'est parce que les prix de l'immobilier sont trop chers. Et pourquoi les prix de l'immobilier sont trop chers? Les prix de l'immobilier sont trop chers parce qu'il y a trop de liquidité dans le système et que la politique monétaire a généré justement de la spéculation. Quand elle dit la productivité est trop faible, donc la croissance baisse, pourquoi la productivité est trop faible? Ben parce que depuis 10 ans les taux d'intérêt sont trop faibles. Ça c'est une vision qui quand même remonte à très longtemps quand même. Ça fait quand même très longtemps que les économistes avaient compris que la vocation d'un taux d'intérêt, c'est pas de maximiser la croissance pour faire plaisir à un gouvernement. C'est justement l'erreur que faisait l'Union soviétique dans les années 50. Ils avaient mis les taux d'intérêt à zéro en pensant qu'avec ça, ils allaient accumuler du capital à la vitesse de la lumière et qu'ils allaient être plus riches que les Américains en 10 ans. Non, si vous mettez le taux d'intérêt à zéro, vous allez accumuler du capital, certes, mais vous allez accumuler du mauvais capital. Parce que la fonction première du taux d'intérêt, c'est pas de booster la formation de capital, c'est de générer l'allocation du capital. Donc si vous mettez un taux d'intérêt, en fait, il est là pour discriminer les bons projets d'investissement des mauvais projets d'investissement. Donc si vous mettez les taux d'intérêt à zéro, il n'y a pas de discrimination possible entre les bons projets qui sont très rentables et ceux qui ne le sont pas. Et au contraire, les gens qui justement apportent du capital financier pour financer du capital productif, ils auront tendance à financer les projets de rente et pas les projets innovants. Si vous êtes une banque ou un capital risqueur, vous voyez que les prix de l'immobilier ne font que monter. Entre financer le futur Bill Gates dans son garage, qui peut rapporter beaucoup, mais c'est très risqué, ou financer un investisseur institutionnel qui déjà possède une batterie d'immeubles, vous a envie d'en acheter 3 de plus et vous amène en garantie le capital immobilier qu'il a déjà, vous n'hésitez pas. Donc, comme le taux d'intérêt a été maintenu trop bas trop longtemps, il y a eu une mauvaise allocation du capital et cette mauvaise allocation du capital fait que le capital est pas rentable. Donc le capital est peu productif, donc les gains de productivité sont faibles. Et parce que les gains de productivité sont faibles, on peut pas augmenter les salaires. Et si on peut pas augmenter les salaires, on peut pas améliorer l'accession à la propriété. Donc en fait, vous voyez, quand on réfléchit un peu à moyen terme, on peut assez vite se rendre compte que finalement toutes ces problématiques structurelles que nous sort du chapeau Madame Yellen comme étant de nouveau des éléments orthogonaux à sa gestion de l'économie, finalement non, quelque part c'est endogène à sa gestion de l'économie, et donc ça c'est une vraie problématique parce que le jour où le marché se rend compte de ça, ça veut dire que le marché se rend compte qu'il n'y aura pas de normalisation possible des taux d'intérêt. Donc ça, quelque part, ça nous rassure, parce que ça veut dire que l'excès de pessimisme que Sylvain signalait ici sur les taux d'intérêt trop faibles, finalement, il va être justifié parce que Madame Yellen va arrêter de nous dire que ça remontera un jour. Donc quelque part, ça justifie que avec des taux trop bas, finalement, les primes de risque action peuvent être élevées. Mais par contre, le marché action va faire le même cheminement intellectuel, se dire finalement, mais si, d'accord, les taux pourront pas monter, mais si les taux ne montent pas parce que l'économie ne va jamais revenir à sa situation d'avant, pourquoi nous on considérerait encore que on peut garder la situation d'avant dans nos anticipations de croissance des bénéfices futurs. Donc ça va pas marcher. Donc l'inflexion du discours de Yellen, ça peut être le début d'une prise de conscience. On sait pas quand est-ce que ça arrivera, ça peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs trimestres, mais c'est quand même délicat. Alors nous, ce qu'on a fait, si on passe à la slide suivante, c'est qu'on a regardé le niveau de quelle serait vraiment la vraie valeur qu'on devrait attendre comme croissance des profits futurs. Alors vous voyez que en violet, on a pris la croissance des BPA sur 5 ans en termes réels, donc déflatés de l'inflation, du marché action américain, et on a des chiffres qui remontent à 1959. Et en fait, on en a fait une modélisation sur justement les fondamentaux de l'économie. Et vous voyez que en fait on a un modèle qui marche quand même très très bien sur une période super longue, et donc qui permet de prévoir quels vont être les profits futurs, les vrais profits futurs qu'on serait en droit d'attendre légitimement dans les prochaines années. Donc du coup là d'ici 2019, vous attendez un espèce de crack. Alors ce crack non, parce qu'en fait ce qu'il faut regarder,
c'est que nous on se place ici, mais donc on regarde à 5 ans. Et donc en fait ce qu'on dit c'est que dans les 5 prochaines années, les profits futurs moyens, ils vont être de à peu près 4,5%. D'accord. Enfin 4%, pardon. On prend vraiment par tranche de 5 ans. Voilà, c'est des tranches de 5 ans, donc tu regardes en forward dans 5 ans. Et donc ça nous dit, grosso modo, ce qu'on peut légitimement attendre de l'économie américaine. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de cyclicité là-dedans. Mais vu la position du cycle et les variables fondamentales, on peut attendre 4% de croissance en réel. Au final, 2008, d'après ce modèle, on l'a eu. Début d'année 2016, premier trimestre, bon, on a eu un petit peu ce mouvement baissier. Puis du coup, on peut très bien avoir une deuxième vague de baisse. Du coup, sur le BPA, en fait. Non, parce qu'en fait, si tu veux, il faut vraiment que tu le regardes. Ça, si tu veux, ce que tu as ici, en fait, c'est déjà derrière nous. Ah ouais, ok. Voilà, c'était le monde qu'on regardait quand on était il y a 2 ans. Ah d'accord, oui. Voilà, c'est ça. Et par exemple, la bulle des années 2000, c'est ça. C'est-à-dire on a des profits qui sont là, alors que la réalité 5 ans avant nous disait qu'on serait là. Voilà. D'accord. Et donc c'est comme ça qu'il faut le regarder. Donc là, on n'est pas en train de dire il va y avoir un crack des profits attendus. On est en train de dire sur les 5 prochaines années en moyenne, on va avoir ça. D'accord. Voilà. Donc on a cette baisse. Justement, cette baisse, elle s'explique par quoi? Justement, le sol élastique qu'on a ici, c'est le fait que les marges des entreprises ont déjà baissé. Et donc nous, on l'intègre déjà et on regarde le cycle suivant, parce que dans les 5 prochaines années, on sait qu'on aura 3 années de baisse des profits et 2 années de remontée, parce que le cycle fait à peu près 5 ans. Et donc du coup, si on regarde 5 ans, en moyenne sur les 5 prochaines années, on aura un niveau qui sera pas catastrophique. Voilà. Donc ça nous donne 4%. Donc ça, c'est pas mal, c'est déjà pas mal. C'est-à-dire, en tendance, on pense qu'on va être aux alentours de 2%, mais parce que on est sur un niveau de marge qui est déjà pas mal, mal baissé, on peut attendre 4%. Donc ça, voilà, le message est pas catastrophique, hein, mais par contre, vous voyez, on est quand même à la moitié de ce qui est attendu ici, qui est pricé ici par le marché, par les analystes. Donc c'est ça qui est plutôt inquiétant, et que à un moment donné, en fait, on va avoir cette recorrélation. De même qu'on avait eu cette recorrélation ici au moment de la crise de 2008. 59, on voit quand même que le modèle est vraiment pertinent. Bah, en fait, c'est assez rare, effectivement, je dois dire, d'avoir un modèle qui marche aussi bien sur une variable aussi cyclique, et puis surtout sur une période de temps aussi longue, hein, puisqu'on commence effectivement en 1959. Ouais, voilà. Avec, il faut pas oublier qu'en fait, c'est du prédictif à 5 ans. C'est-à-dire que quand vous avez ce point ici, qui est peut-être décalé par rapport à ça, c'est un point qu'on vous avait donné il y a 5 ans. Ouais. Donc, un modèle prédictif à 5 ans. C'est-à-dire qu'on était à peu près là quand celui-là a été créé. Exactement. On s'est dit qu'on allait le rejoindre. Ouais. Exactement. Voilà. Donc c'est ça qui est en fait qu'il faut regarder de près, c'est-à-dire les anticipations risquent de continuer d'être vues à la baisse, pas seulement pour des raisons cycliques parce que le cycle se retourne, mais aussi pour des raisons fondamentales. Et là, paradoxalement, je pense que c'est Madame Yellen qui va amener le marché à en prendre conscience. Alors, Madame Yellen, elle le fera pas directement parce que trop averse au risque. Elle est trop averse au risque. Un jour dans une conférence, Mervyn King, qui était pour moi l'un des meilleurs banquiers centraux de sa génération, avec Shirakawa au Japon, une fois qu'il a perdu, qu'il avait plus de poste officiel à la Banque d'Angleterre, il a commencé vraiment à dire ce qu'il pensait, et c'est quelqu'un de vraiment brillant. Et un jour, à la fin d'une conférence, on lui a demandé quel est le véritable objectif de la Fed. Il a répondu c'est simple, l'objectif à long terme. La question, c'était quel est l'objectif à long terme de la Fed. Il a répondu l'objectif à long terme de la Fed, c'est d'éviter que Wall Street baisse de 20% la semaine prochaine. Donc Madame Yellen, elle a vraiment ça en tête. Okay, donc c'est pas elle qui dira. En fait de soutenir le marché action coûte que coûte. Voilà. C'est sa mission, implicite. Voilà. Mais elle s'est mise elle-même dans une situation d'impasse, parce que d'un côté, pour justement avoir une reprise forte et retrouver le plein emploi, on en avait proche, elle a été obligée de booster le niveau des classes, de toutes les classes d'actifs. Donc le marché obligataire qui a des niveaux de valorisation super élevés, puisque grosso modo les taux sont tellement bas, c'est-à-dire les prix sont tellement élevés que les taux sont quasiment au plancher, que le marché action est à des niveaux où il price un monde parfait. Le marché immobilier a atteint un niveau super élevé qui fait que les millennials ne peuvent pas s'acheter une maison ou même un appartement. En fait, justement, tout vient de la politique de Madame Yellen, qui a justement, comme tu l'as très bien dit, fait gonfler le prix de tous ses actifs, ce qui a décorrélé un petit peu le tout de l'économie réelle. Exactement. Ce qui a créé en fait des comment on appelle ça, pas forcément des inégalités, mais des anomalies en fait. Exactement. En fait, le processus aurait dû être plus long. Et pour aller plus vite, elle a boosté, elle a mis un coup de pied, donc du coup elle a boosté
la chose. Ça s'est fait en très peu d'années, mais du coup, ça a créé des problèmes qui ne devraient pas y avoir en temps normal. Exactement. En fait, Madame Yellen, si on peut le voir en disant, Madame Yellen a utilisé à fond la carte des marchés financiers en poussant, elle a injecté tellement de liquidités dans les marchés financiers qu'elle a gonflé les valorisations. Et grâce à ces valorisations élevées, elle a pu soulever toute l'économie réelle et ramener l'économie réelle proche de quelque chose qui ressemble au plein emploi. Mais le problème, c'est qu'en fait, si vous voulez, c'est comme si c'est un peu, alors c'est un peu puéril, hein, je suis désolé, mais je trouve que c'est une métaphore qui marche assez bien. C'est un peu dans Fantasia, vous avez alors Fantasia, bon, c'est vrai que c'est un film de Disney, mais à la base c'est une fable de Goethe, hein, donc Qui essaie de se rattraper. Voilà, je me rattrape aux branches. En fait, c'est l'histoire du sorcier qui abandonne le laboratoire et qui dit à son apprenti de laver le laboratoire. Et en fait, il a pas envie de travailler, donc en fait, il utilise la magie que lui a appris le sorcier pour multiplier les données vie au balai et au seau d'eau qui vont nettoyer le laboratoire de tout seul. Sauf qu'en fait, il perd le contrôle de cette magie et finalement, les seaux d'eau s'accumulent et in fine, il y a de l'eau partout. Il a complètement inondé le laboratoire. Voilà. C'est ça l'histoire. Mais c'est ça l'histoire de l'apprenti sorcier de Goethe. Voilà. Là, Janet Yellen, elle a voulu aller trop vite en nettoyant l'économie américaine après la crise, et finalement, elle a utilisé la magie des marchés financiers. Et justement, cette magie, c'est la crédibilité de la politique monétaire. Et les marchés l'ont cru quand elle a dit allez-y, moi je vous garantis qu'il y aura des taux zéro tant qu'il faudra pour remonter la pente. Et finalement, les marchés lui ont échappé. Et maintenant, il y a trop de liquidités dans le système et elle se retrouve avec le laboratoire, il est propre. Sauf que elle maîtrise plus ce qui se passe. Et donc, elle est un peu prisonnière de cette valorisation des marchés financiers qui est en décalage avec la vision de l'économie réelle qu'on est en train de découvrir. Alors certes, Madame Yellen était peut-être sincère au début quand elle pensait que on était effectivement dans une période de malchance avec des chocs négatifs qui faisaient que il fallait maintenir ces perfusions monétaires, etc. Mais à un moment ou à un autre, ça s'en est servi comme prétexte pour continuer en fait. Exactement. Et donc là, justement, maintenant qu'elle se rend compte que finalement, elle peut plus continuer à raconter le même conte de fées, qui est de dire tout ira bien, c'est juste à cause des chocs externes que je suis obligé de maintenir toutes ces perfusions en marche. Là, elle est en train de dire, finalement, non, c'est que on a des béquilles qui vont rester là à vie. Voilà, c'est comme ça. Mais à ce moment-là, le marché financier, le marché action, peut pas continuer de croire qu'on va courir en 100 mètres demain. Voilà. Donc c'est ça qui est qu'il faut regarder de près. Donc on n'est pas en train de dire que les profits sur les 5 prochaines années du marché action vont s'effondrer, pas du tout. Vous voyez que 4% c'est plutôt pas mal historiquement, même historiquement, vous voyez, parce qu'on va retrouver quand même du cycle sur les 5 prochaines années. Mais on va passer par une phase difficile, comme le disait Sylvain, où on va avoir des profits qui baissent. Donc à plus court terme, et c'est comment on peut passer cette période difficile. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a quand on remet ensemble tous les modèles qu'on vous a présentés, on arrive à présenter donc une vision d'équilibre fondamentale du marché. Alors je dis pas que ça va être notre cible de trading, pas du tout, parce que vous voyez que c'est une valeur d'équilibre fondamentale, mais que même si on voit que le modèle marche bien là aussi depuis les années 60, mais qu'il y a des phénomènes de disconnexion, de déconnexion avec la réalité qui peuvent durer. Donc notre rôle, c'est pas de prendre des positions et d'attendre 5 ans que le marché se réajuste. Mais par contre, vous voyez, on arrive quand même à des niveaux de valorisation sur le marché action américain qui montrent que un price earnings, donc un PER d'équilibre, serait aujourd'hui plutôt aux alentours de 16, alors que on a toute une partie de la cote américaine qui est largement au-dessus de 16. Donc on a des sociétés qui se valorisent à 20 par exemple. Donc ça c'est dangereux. Alors qu'est-ce qui est dangereux dans le marché américain? Je pense qu'il faut être très sélectif. Du coup, c'est aussi beaucoup tout ce qui est licorne, startups. Voilà, exactement. Qui ont des PER extrêmement élevés, mais parce que justement, c'est des petites startups, c'est des valeurs spéculatives en fait. C'est devenu des objets de spéculation. Voilà, donc le message quand on regarde ça, c'est pas de dire il faut tout vendre sur le marché américain parce qu'on a une bulle. Vous voyez que quand il y avait vraiment une bulle de valorisation sur le marché, le modèle l'avait quand même assez bien flagué, puisque vous voyez que de 96 à 2000,
le modèle donnait des PE qui étaient aux alentours de 16,5, alors qu'on voyait le PE décoller, le PE du marché qui décollait à 28. Donc voilà, donc ça c'est la bulle Internet. Donc là aujourd'hui, vous voyez, on n'est pas dans une situation de bulle Internet, même si, comme le dit Sylvain, il y a des valeurs de croissance liées à l'Internet qui se payent très très cher. Il faut aussi voir qu'il y a une partie de la cote qui se paye très très cher, comme par exemple les valeurs très défensives comme les utilities, les staples, ça peut se payer jusqu'à 20 fois les bénéfices. Ça, est-ce que c'est dangereux? En fait, non. Au contraire, nous, c'est plutôt ce qu'on a tendance à acheter aujourd'hui dans le marché américain. C'est-à-dire quand vous achetez des utilities ou des valeurs de croissance stable comme food and beverage aux États-Unis, en fait, vous achetez du rendement et pas de croissance. Donc là, effectivement, il y a certaines valeurs qui vont vous rapporter en rendement du dividende entre 4 et 6% de croissance, avec des risques qui sont plutôt faibles, puisque c'est des secteurs qui sont très peu cycliques. Là, effectivement, c'est quand même très intéressant d'aller acheter ça quand vous voyez que c'est quasiment des obligations qui vous rapportent entre 4 et 6%, alors que c'est pas du tout ce que vous allez avoir sur le marché obligataire américain. On est tombé en dessous de 1,5% sur du taux 10 ans. Et en plus, c'est des actions. Donc certes, vous avez un risque en capital, mais vous avez une liquidité que vous n'avez même plus sur le marché du crédit américain. C'est ça le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, c'est comme s'il y avait un gap quantique entre des obligations liquides souveraines qui rapportent, allez, on va dire entre 1 et 1,5 aux États-Unis, et des valeurs de rendement actions qui rapportent beaucoup et qui sont liquides. Mais entre les deux, vous avez une catégorie de risque intermédiaire qui peut rapporter du rendement, mais par contre vous avez un risque élevé parce que non seulement donc il y a du risque de défaut, mais aussi et surtout vous avez un déficit de liquidité là-dessus qui est délicat. On n'est pas sûr de sortir de position. Exactement. Donc c'est ça. Donc en fait le message ici, c'est pas du tout que on est en train de dire il faut absolument tout vendre le marché action, on est dans une bulle. Encore une fois, on n'est pas du tout dans la configuration qu'on pouvait avoir en 2000 ou même en 2008. Mais par contre, attention, il y a des valeurs qui se payent cher, et donc les valeurs à éviter, je pense que ce sont justement les valeurs de croissance qui achètent une croissance future liée à la macroéconomie américaine, alors que progressivement le marché devrait être amené à réviser à la baisse la croissance séculaire américaine. Donc voilà, c'est surtout ça le message qu'on veut passer. Après, dans notre allocation d'actifs, on a conservé en fait des positions en action qui ont une coloration très défensive, et donc dans cette coloration défensive, on a des actions américaines. Alors, je veux qu'on commence à regarder un petit peu les questions. Oui, il doit y en avoir. Juste regarder là. J'ai juste une dernière slide. Ouais, attends, je vais juste terminer ça. Voilà. Alors, c'est juste en fait pour donner une autre vision peut-être à long terme des actions américaines. Il y a aussi un aspect démographique dans la valorisation du marché américain, et je pense que ça il faut le garder aussi à plus moyen terme. Donc vous avez ici le niveau, c'est la part des actions dans le patrimoine des ménages américains. Donc vous voyez que alors ça c'est en pourcentage ici. Ouais, voilà. Et donc on oscille entre vous voyez au début des années 80, on était tombé à 10%. Parce qu'en fait tout le monde avait balancé des actions. En fait tout le monde avait jeté les actions pendant la phase de hausse de l'inflation. Et après vous avez la grande décennie des actions, parce que les taux d'intérêt baissaient, et ça a vraiment dégénéré après avec carrément la bulle action, où là les actions faisaient 42% du patrimoine des ménages. Depuis ça a beaucoup baissé. Vous voyez que par exemple au sommet du dernier cycle action, on était monté on n'était pas du tout remonté à 42%, mais seulement à 34%. Et je pense qu'une des causes fondamentales, vous voyez, c'est ce qu'on peut expliquer ici avec ce qu'on appelle le savers to spender ratio. On appelle ça aussi le nerd ratio. Et en fait, c'est le ratio des 35-45 ans sur le ratio des moins de 35 ans et des plus de 55 ans. Voilà. Donc en fait, c'est le ratio entre les ménages qui sont dans une tranche d'âge où on a plutôt tendance à épargner, et les ménages qui sont plutôt dans une tranche d'âge où on a plutôt tendance à s'endetter. Donc que ce soit à cause
de l'acquisition d'un logement, par exemple pour les jeunes ménages, ou alors les ménages qui sont en phase de désépargne parce qu'ils sont à la retraite. Et vous voyez qu'il y a quand même une tendance fondamentale qui suit notamment donc ce cycle de détention des actions par les ménages. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que on a donc la génération du baby boom qui prend sa retraite, et donc on a des projections. Le grand avantage de la démographie par rapport à l'économie, c'est que ça bouge tellement lentement qu'on arrive à faire des prévisions à très long terme sans se planter. Donc ça c'est pas mal. Et donc là vous voyez que en fait la tendance démographique, c'est que les ménages vont posséder de moins en moins d'actions parce que c'est un placement qui est trop risqué. Et donc quand on est plutôt en phase de voir approcher sa retraite, on a plutôt tendance à switcher son portefeuille des actions vers les obligations moins risquées. Et donc là, notamment, si on met ensemble cette composante démographique plus la volatilité macroéconomique et le niveau des taux réels, on arrive à expliquer plutôt bien, là aussi sur très longue période, le pourcentage d'actions dans les portefeuilles des ménages américains. Et là, vous voyez qu'on est de nouveau en train de créer un gap. Donc, si c'est pas les ménages qui achètent des actions, qui est-ce que ça peut être? Ça peut être les investisseurs étrangers, c'est vrai. Mais jusqu'à présent, ce qui a sauvé le marché, ça a été beaucoup les entreprises elles-mêmes. Euh, Pourquoi? Parce qu'en fait, aux États-Unis, les entreprises, comme vous le savez, ont eu tendance à racheter énormément d'actions. Et ces rachats d'actions, ça servait à quoi? En fait, aux États-Unis, les ménages ont une incitation très forte. Pardon, les ménages. Les managers ont une incitation très forte à booster le cours des actions parce qu'une grosse partie de leur rémunération, c'est des stock options et des actions gratuites. Et donc, quand vous êtes dans une économie où la croissance au global n'est pas très forte, vous pouvez en fait booster la croissance des BPA, donc des bénéfices par action, non pas en augmentant les bénéfices, mais en diminuant les actions. Donc voilà, c'est aussi bête que ça, c'est une fraction. Donc si les bénéfices ne peuvent pas augmenter, mais que vous pouvez réduire le nombre d'actions, du coup le ratio des bénéfices par action augmente, et avec ça vous pouvez booster votre cours de bourse. Et donc les entreprises américaines ont beaucoup joué à ça, parce que vous voyez notamment donc la courbe en violet ici, ça vous montre en fait les rachats d'actions moins les émissions nettes. Donc ce qui est vraiment paradoxal, c'est que vous voyez quand même sur très longue période, cette courbe elle est constamment positive. Ça veut dire que structurellement, le marché action américain ne sert pas à financer les entreprises américaines, c'est à se racheter ses propres actions ou à se racheter entre soi, c'est-à-dire on se rachète ses concurrents ou les startups, etc. Et donc structurellement, en fait, on réduit le montant des actions émises. Et en fait, vous voyez qu'il y a une très forte corrélation avec notamment les émissions de dette, que ce soit la dette obligataire ou la dette bancaire. Et notamment, récemment, vous voyez que la corrélation a été de plus en plus forte. Et en fait, ce qu'on sait, c'est que les entreprises profitaient du fait que les taux d'intérêt étaient très bas, donc le crédit était très bien valorisé, ça coûtait pas cher de s'endetter. Or, les actions coûtaient pas cher du tout, puisque les primes de risque étaient élevées. Donc en fait, il y avait un arbitrage à faire qui a été fait. Les investisseurs auraient dû le faire, mais finalement, c'est les entreprises elles-mêmes qui l'ont fait en priorité. C'est-à-dire, elles sont venues arbitrer, justement ce que disait Sylvain tout à l'heure, elles sont venues arbitrer le gap de valorisation qui existait entre les actions et les obligations. Donc elles ont émis de la dette pour racheter leurs propres actions et booster les cours. Donc l'essentiel du niveau de valorisation actuel, il se fait avec un marché qui est tenu par ces flux acheteurs, alors que les ménages, démographiquement et structurellement, auraient plutôt tendance à l'avenir à être vendeurs. Donc ça, c'est aussi une autre chose qu'il faudra vérifier, c'est quel est le comportement des ménages sur le marché action à ces niveaux de valorisation, notamment parce que les derniers chiffres qu'on a indiquent quand même que les émissions de dette aux États-Unis ont fortement ralenti. Pourquoi? Parce que le marché du crédit s'est tendu. Alors le marché du crédit s'est tendu parce que le pétrole s'était effondré et que notamment sur le marché du high yield américain, on avait à peu près 30% d'énergie. Donc, mais si les banques américaines et le marché du crédit continuent de se tendre, les entreprises auront plus de mal à aller émettre de la dette pour acheter leurs actions, et donc c'est là qu'on aura peut-être un vrai souci de valorisation sur le marché américain. Voilà. Alors, je vais voir la question, parce que du coup, je crois que le chat est bloqué depuis tout à l'heure. Normalement, on a beaucoup plus de questions. Alors, je vais laisser le PowerPoint. Hop, je vais le mettre juste ici. Et je vais regarder un petit peu ça. Alors,
Ouais, sur le chat. Ah oui, parce qu'en fait, apparemment, il y aurait un petit problème sur le chat. C'est pour ça qu'en fait, on n'a pas toutes les questions qui sont tombées. En fait, moi aussi, j'arrivais pas à trouver. Ah ouais, d'accord. Un petit problème sur le chat. Ouais, il y a un petit problème sur le chat. Bon, bah Raphaël, tu peux éventuellement nous laisser tes coordonnées pour les auditeurs. Bien sûr. Ouais. Alors sur cet écran-là, parce qu'apparemment il y a un problème sur le chat, on va essayer de régler ça au plus vite. Où est-ce qu'on peut te joindre? Est-ce que tu as un compte Twitter, éventuellement une adresse mail auquel les gens pourraient t'écrire s'ils ont des questions ou besoin d'informations pour quelque chose? En fait, je peux vous laisser mon adresse mail, Natixis. Eh ben Et, c'est parti. Alors du coup, alors on pourrait te joindre au, alors hop, ouais, c'est le chat qui fonctionne pas. Hein. Donc, bah du coup je vais te laisser l'écrire où tu veux. Tu vas mettre une nouvelle slide, hein, et puis hop. Donc, du coup on serait Hop. Voilà. Voilà, donc si on veut te joindre, Raphaël, c'est à cette adresse mail, etc. Ouais, et donc du coup, on peut également te joindre aussi sur BFM Business, sur lequel t'interviens assez souvent, il me semble. Ouais, on me voit beaucoup sur BFM Business. Donc justement, bah, éventuellement, on pourrait te rejoindre justement lors d'un BFM ou autre. Tu n'as pas de compte Twitter ou Alors non, j'ai pas de compte Twitter, j'ai un compte LinkedIn. compte LinkedIn. J'alimente, ouais, pas super régulièrement, mais de temps en temps, je poste des publications dessus. D'accord, bah écoute, Raphaël, merci à toi en tout cas d'être venu aujourd'hui lors de cette conférence. Merci à vous. C'était à mon avis très plaisant. Le replay sera disponible d'ici une petite vingtaine de minutes sur notre chaîne YouTube DailyFix France. Raphaël, merci à toi. À bientôt. À bientôt. Et rendez-vous à 14h00 sur cette même salle de training pour le prochain webinaire. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. C'était Sylvain Le Ganadin et Raphaël Gallardo pour dailyfix.fr.